Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc à la Villa Marie, médiathèque de Fréjus, pour traiter d'un sujet qui, je crois, nous concerne tous. Sommes-nous responsables de nos désirs? Donc vous êtes en compagnie de Béatrice Ress, présidente des Amis de la langue française, ALF, et j'anime chaque mois à la Villa Marie. J'ai ce plaisir. La pause philo, donc, qui est mensuelle, tous les deuxièmes mardis du mois. Donc, eh bien, je vous disais qu'aujourd'hui, j'allais vous parler du désir. Le mot désir, du latin desiderare, signifie regretter l'absence. Le désir est donc une tentative d'une réduction, d'une tension provoquée par un manque, la recherche de ce que l'on n'a pas, en comblant ce vide. Le désir, il exprime notre nature, il reflète notre personnalité. Et pour Bachelard, justement, l'homme est une création du désir qui varie en fonction du rapport qu'a l'individu au monde. Le désir, il se définit comme une tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée, nous dit Lalande. Il est donc une force qui pousse à l'action, mais qui provoque aussi insatisfaction et excès, parfois, source de plaisir lorsqu'on parvient à accomplir l'un d'entre eux, et de souffrance, de perpétuelle insatisfaction, car nous n'obtenons jamais vraiment ce que nous voudrions avoir. Nos désirs nous appartiennent, mais les choisissons-nous vraiment ? Si nous en sommes à l'origine, si notre volonté tente à modifier un désir, peut-elle permettre de maîtriser nos désirs, même les plus intenses? Pouvons-nous parler de responsabilité quand il s'impose, pour ainsi dire, à nous? La Genèse décrit la chute de l'être humain, rejeté du paradis pour avoir transgressé la loi divine. La femme a cédé à son désir de manger la pomme de l'arbre de connaissance, et l'homme, tenté par la femme, obéit à ce désir mimétique. On désire souvent s'approprier ce que l'autre possède. Ce récit illustre la force du désir. Le comportement de l'être humain apparaît alors comme étant irresponsable. En tant qu'être raisonnable, il doit assigner des limites à son désir. Mais gardera-t-il son autonomie face à la puissance du manque? Le désir étant une satisfaction subjective, il n'y a pas d'explication rationnelle au désir. Pascal dit « cœur, c'est raison, la raison ignore ». Le manque nous amène à déraisonner. L'homme peut-il être tenu pour responsable de ce qui échappe à son contrôle? La volonté échoue à changer un désir qu'elle n'a pas commandé. Nous désirons sans savoir pourquoi et sans réfléchir plus avant. Le désir est l'épreuve du sujet, obscur à lui-même. Le désir lui vient d'une manière que celui-ci ne maîtrise pas. Freud montre les relations complexes qu'entretiennent les pulsions du ça avec le surmoi et le monde extérieur. Autant d'instances sur lesquelles nous n'exerçons aucune maîtrise tant que nous en ignorons la teneur. Tout désir dépend en définitive de nos expériences passées qui ont influencé notre libido, en particulier au cours d'une histoire infantile qui nous détermine encore à l'âge adulte, jusque dans nos désirs, même les plus élevés moralement. Le rêve est un exemple qui montre combien nous ne sommes pas responsables de nos désirs. Ceux-ci ne se forment pas à un niveau conscient du psychisme, mais dans le ça, ce réservoir des pulsions.
L'existence de l'inconscient suppose donc un auteur de l'acte, autre que moi-même. Pouvons-nous parler, en ce cas, de responsabilité à quelqu'un qui n'est pas entièrement l'auteur de l'action? Je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais pas. Freud, le meunier, n'est pas maître dans son moulin. Dans l'expérience que nous avons de nos désirs, nous croyons les subir, de sorte que nous pensons ne pas en être responsables au plus fort de leur domination. A contrario, l'action, qui vient d'une décision consciente, suppose que j'en sois l'auteur, donc responsable de ses effets. Le désir appartient au champ lexical psychologique et la responsabilité relève du champ lexical juridique. La question de notre responsabilité se pose lorsque nous sommes amenés par nos désirs à commettre des actions répréhensibles. Une personne est dite responsable, du latin respondere, répondre, lorsqu'elle a la capacité d'être garante de ses actes, d'en assumer les conséquences. La notion de responsabilité est directement liée à celle de conscience, notamment morale. C'est grâce à celle-ci que nous sommes aptes à assumer les événements qui vont découler de notre prise de décision. Cette absence de responsabilité tiendrait à la confusion où nous sommes de nous-mêmes, ignorant l'influence des causes extérieures. Mais si le désir est motivé, en étant de l'ordre du fait, son accomplissement relève de notre responsabilité éthique. Le stoïcisme et l'épicurisme s'accordent pour affirmer cette maîtrise dont nous disposerions sur nos désirs, en particulier en les distinguant selon le classement d'Épicure. Donc, vous avez un choix de livres qui a été fait par les bibliothécaires de la Villa Marie, bien sûr des pistes de lecture, et on retrouve évidemment Épicure, qui fait donc ce classement entre les bons et les mauvais désirs, les désirs acceptables, les désirs inacceptables. Désirs nécessaires, comme satisfaisant les besoins quotidiens, manger, dormir, simplement naturels, comme la recherche de l'agréable et la variation des plaisirs, voire même la recherche du bonheur. Les désirs dits non naturels, artificiels, gloire, richesse, perfection de la beauté, voire même irréalisable, toute puissance inaltérable, immortalité, voilà les objets du désir. Dans le Gorgias, Platon compare le désir au tonneau percé par les Danaïdes, condamnés à le remplir jusqu'à la fin des temps. L'aspiration au bonheur, exact contraire d'une existence absurde, nous pousse à ne pas répéter les mêmes erreurs, à affirmer la responsabilité de nos choix. Eh bien, pour Sartre, le statut ambigu du désir nous projette vers l'avenir. Les conséquences nous demeurent imputables dans le cadre de notre projet, une action qui vient de l'homme, de sa liberté. Il l'a décidé dans son fort intérieur, à l'agissement extériorisé, il l'assume. Lorsque je désire, c'est bien moi qui agis et nul autre. L'être humain a la capacité de se mentir à lui-même. Il sait que certains de ses désirs sont préjudiciables, condamnés par sa conscience morale. C'est sa liberté qui détermine son entière responsabilité dans ses choix. Alors bien sûr, je vous ai, je vais vous donner la position de Spinoza, au moins je vais tenter de vous la donner, dans son livre qui s'appelle donc L'Éthique, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je cite Spinoza, « Le désir est l'essence même de l'homme. Il ne faut pas réprimer nos désirs, mais s'efforcer de les comprendre et de les accepter comme une part essentielle de nous. » Il définit le désir comme le conatus, c'est-à-dire l'effort qui nous fait tendre à persévérer dans notre être, principe même de toute existence humaine.
Donc vous avez aussi la référence du livre de Spinoza sur la petite table à côté de moi. Le désir, nous dit Spinoza, c'est une vision très moderne d'ailleurs, est l'ensemble de nos affects. Alors, affectivité, sensibilité, sentiments, ressentis, qui ne peuvent être supprimés, si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. On peut remplacer un désir immoral en fixant notre attention sur d'autres désirs plus consensuels. Spinoza affirme que la raison est incapable de réprimer les affects. Il faut moins chercher à maîtriser qu'à connaître nos désirs, fruits de notre imagination et aussi de notre expérience, également de notre besoin d'être reconnu par autrui. Ce qui est une force en nous incitant à nous lier aux autres, mais aussi une faiblesse en nous rendant vulnérables au rejet, à l'influence et à la manipulation d'autrui. Notre responsabilité, pour Spinoza, n'est pas de maîtriser à tout prix nos désirs, au risque de méconnaître notre humanité, de devenir inhumain. L'homme n'est pas un robot. Il désire, ce qui le conduit constamment à faire des erreurs, mais ce qui lui permet aussi de se transformer, d'inventer son existence. Accepter d'être fondamentalement imparfait, la seule façon de faire évoluer nos désirs, c'est les reconnaître tels qu'ils sont, sans pour autant s'y complaire, ce qui nous enfermerait dans le statut de victime, condamné à subir, ou de bourreau. Prendre conscience de notre désir est le premier pas vers la liberté. Ils peuvent alors devenir des choix volontaires engageant notre responsabilité. Voilà, donc j'en ai fini sur le sujet du désir, mais c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de pauses philo et le décliner de différentes manières, parce que c'est un sujet, comme je le disais en préambule, qui nous concerne tous. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.